puissance propre de l'objet. Il est à propos de méditer maintenant sur une maxime d'Auguste Comte, philosophe bien plus profond qu'on dit, et trop lu, quoiqu'il ne manque pas de pieux disciples en tout pays. Régler le dedans sur le dehors. Cette parole est d'un homme qui a éprouvé plus d'une fois par de cruelles expériences le tumulte d'une âme forte, mais réduite par la fatigue des sens investigateurs à se régler sur les mouvements du corps seulement. Car ce n'est pas assez que ce monde inflexible nous tienne de toutes parts. Il s'en faut bien qu'il règle de lui-même la pensée naturelle. On sait que longtemps les astres eux-mêmes furent chargés d'amour, d'espérance, de crainte, et ces puissantes liaisons en de tels objets n'apportent la sérénité du sentiment composé qu'autant que leur ordre impartial est d'abord perçu. L'ordre des choses plus proches est encore plus caché, surtout pour le spectateur oisif, qui ne trouve souvent occasion, dans la vue des choses, qu'à poursuivre des rêveries diffuses, inconsistantes et bientôt perdues dans un cercle de discours mécaniques. C'est pourquoi, faute d'une longue éducation reçue des poètes et des peintres, le spectacle de l'univers arrive rarement à nous délivrer de cette agitation stérile, qui est la cause ordinaire de l'ennui. À quoi remédie le métier, car notre action rencontre l'ordre inflexible, et même le fait apparaître. Il y a plus d'ordre et plus visible dans des champs cultivés que dans la nature libre, mais ici la variété des causes entraîne encore à des espérances sans bornes ou à des craintes informes. L'artisan, qu'il soit potier, menuisier ou maçon, fait paraître un objet mieux circonscrit, capable de terminer les fictions. En ce sens, il y a quelque chose d'esthétique en toute œuvre finie et durable, et quelque bonheur d'artiste dans n'importe quel travail d'artisan. Il faut aussi remarquer que ce repos et cette assurance de l'esprit, retrouvant la forme fidèle et invariable, se fortifient par tous les signes du travail et de la résistance. En ce sens, la trace de l'outil dans la pierre, dans un bois dur, dans le fer, est déjà un ornement, et l'œil retrouvera toujours comme un des signes de la beauté cette puissance de l'objet contre le changement, manifeste encore dans l'usure et même dans les débris des choses durables. En revanche, les signes même les moins frappants d'une matière flexible et qui cède au lieu de s'user détruisent toujours l'effet des ornements quand il serait pris des meilleurs modèles. Il est remarquable que la contemplation de la nature ordonnée, lorsqu'un long détour de métier et de mesure lui a assez préparé, dut longtemps se soutenir par le rythme poétique qui contribuait de son côté et plus énergiquement à terminer toutes les divagations en fixant les termes par une loi. Peut-être aperçoit-on déjà pourquoi la nature n'est réellement belle que dans des circonstances favorables pour un esprit vigoureux, et par l'effet d'un progrès et d'une diffusion des connaissances qui fixent l'esprit, au moins par préjugés, et chassent les dieux agrestes. S'irriter parce que les choses ne cèdent pas au désir, c'est le moment puéril de la pensée. L'expérience fait promptement connaître que l'indétermination des pensées est un mal plus grand que l'essai d'une nécessité inflexible, contre laquelle le vouloir se fortifie, et où il trouve même son appui. Sur cet obstacle ferme, qui ne m'aime ni me hait, et qui me trompe point, je me prends à penser, tel est le bonheur de la contemplation. Or, toutes les œuvres d'art, légères ou fortes, ont ce caractère d'être des objets éminemment, j'entends d'être assises fortement et comme nécessaires, sans aucune ambiguïté dans l'apparence, sans aucun changement concevable, affirmative d'elles-mêmes enfin. Cela est assez évident pour les œuvres qui sont des choses, et pour l'architecture surtout qui soutient si bien l'ornement, la statuaire et la peinture. Mais il y a détermination aussi et ordre inflexible dans la poésie et dans la musique, et même dans un simple récit, pourvu que la forme en soit sévèrement respectée, et jusqu'au détail. Cette répétition religieuse a par elle-même quelque chose d'esthétique, et les enfants le savent bien. Peut-être le chant de l'oiseau n'a-t-il point par lui-même un caractère esthétique, faute d'une détermination rigoureuse et d'un retour réglé. Il ne devient esthétique que s'il est joint par le contemplateur au grand jeu des forces printanières, ce qui lui donne valeur d'objet. Il faut donc qu'une œuvre d'art soit faite, terminée et solide, et cela va jusqu'au détail, comme on verra, puisque ce qui n'est pas pris dans la masse ne peut pas orner. C'est pourquoi l'improvisation sans règle n'est jamais belle. C'est l'art de l'orateur qui parvient à fixer un simple récit dans la masse de son discours. Disons qu'aucune conception n'est œuvre, et c'est l'occasion d'avertir tout artiste qui perd son temps à chercher parmi les simples possibles quel serait le plus beau. Car aucun possible n'est beau, le réel seul est beau. Faites donc et jugez ensuite. Telle est la première condition en tout art,
comme la parenté des mots artiste et artisan le fait bien entendre, mais une réflexion suivie sur la nature de l'imagination conduit bien plus sûrement à cette importante idée, d'après laquelle toute méditation sans objet réel est nécessairement stérile. Pense ton œuvre, oui certes, mais on pense que ce qui est, fait donc ton œuvre. De la matière, puisqu'il est évident que l'inspiration ne forme rien sans matière, il faut donc à l'artiste, à l'origine des arts, et toujours quelques premiers objets ou quelques premières contraintes de fait, sur quoi il exerce d'abord sa perception, comme l'emplacement et les pierres pour l'architecte, un bloc de marbre pour le sculpteur, un cri pour le musicien, une thèse pour l'orateur, une idée pour l'écrivain, pour tous les coutumes acceptées d'abord, pour tous des coutumes acceptées d'abord. Par quoi se trouve défini l'artiste, tout à fait autrement que d'après la fantaisie, car tout artiste est percevant et actif, artisan toujours en cela, plutôt attentif à l'objet qu'à ses propres passions, on dirait presque passionné contre les passions. J'entends impatient surtout à l'égard de la rêverie oisive. Ce trait est commun aux artistes et les fait passer pour difficiles. Au reste, tant d'œuvres essayées naïvement d'après l'idée ou l'image que l'on croit sans faire, et manquées à cause de cela, explique que l'on juge trop souvent de l'artiste puissant, qui ne parle guère, d'après l'artiste ambitieux et égaré, qui parle au contraire beaucoup. Mais si l'on revient au principe jusqu'ici exposé, on se détournera de penser que quelque objet beau soit jamais créé hors de l'action. Ainsi, la méditation de l'artiste serait plutôt observation que rêverie, et encore mieux observation de ce qu'il a fait, comme source et règle de ce qu'il va faire. Bref, la loi suprême de l'invention humaine est que l'on n'invente qu'en travaillant, artisan d'abord, dès que l'inflexible ordre matériel nous donne appui. Alors, la liberté se montre. Mais dès que nous voulons suivre la fantaisie, entendez l'ordre des affections du corps humain, l'esclavage nous tient, et nos inventions sont alors mécaniques dans la forme, souvent niaises et plus rarement émouvantes, mais sans rien de bon ni de beau. Dès qu'un homme se livre à l'inspiration, j'entends à sa propre nature, je ne vois que la résistance de la matière qui puisse le préserver de l'improvisation creuse et de l'instabilité d'esprit. Par cette trace de nos actions ineffaçables, nous apprenons la prudence, mais par ce témoin fidèle de la moindre esquisse, nous apprenons la confiance aussi. Dans l'imagination errante, tout est promesse, par des émotions sans mesure. Aussi, il se peut bien que le sculpteur sans expérience souhaite quelque matière plastique qui change aussi vite que ses propres inspirations. Mais quand il souhaiterait seulement quelque aide du diable, par laquelle le marbre serait taillé aussitôt selon le désir, il se tromperait encore sur sa véritable puissance. Si le pouvoir d'exécuter n'allait pas beaucoup plus loin que le pouvoir de penser ou de rêver, il n'y aurait point d'artiste. Chacun sait qu'il y a des effets de nature, formes de pierre, troncs noueux, nœuds de bois, taches ou fissures qui présentent par moments, ou sous un certain angle, d'étranges figures, mais instables. Sans doute, un des mouvements les plus naturels de l'artiste est d'ajouter alors un peu à la nature et de finir cette ébauche. C'est donner à un fantôme la forme d'un objet, et c'est ce que peuvent remarquer ceux qui sculptent les cannes. Ils cherchent dans les formes de la racine quelques têtes d'animal, à peine ébauchées, mais celui qui est habile marche ici prudemment. Chaque parcelle de bois enlevée détermine un peu plus la forme et conduit à un nouvel essai. Ainsi l'artiste, observateur, décide par l'action inspirée afin de percevoir quelque chose, en sorte que son modèle c'est d'abord l'objet et ensuite l'œuvre. J'avoue que l'ambition toujours riche de projets nie continuellement une telle idée, d'après laquelle le désir de plaire ou d'étonner écarte toujours l'artiste de son vrai chemin. Il est pourtant vrai que tout projet détermine la matière industriellement, c'est-à-dire sans aucun égard. Au contraire, la pensée esthétique se détourne toujours de l'ordre humain qui blâme et loue, et qui est de toute manière la fin de l'industrie. Mais se tenant plus près de la chose, l'artiste l'interroge et la détermine, comme s'il demandait secours à la nature contre ses propres idées toujours inconsistantes. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la maxime, constamment pratiquée, mais toujours mal comprise, que la nature est le maître des maîtres. Comprenons qu'un événement réel est pour le romancier comme ces blocs de marbre que Michel-Ange allait souvent voir, qui étaient matière, appui et premier modèle. D'autres fois, le premier objet, c'est le meuble, non encore sculpté, mais qui offre déjà sa forme propre, et des parties de bois tendres ou dures. Pour l'architecte naïf, qui est inimitable, comme on voit par les cathédrales et les vieilles maisons, le premier objet, c'est l'œuvre utile qu'il veut faire d'abord. Et en suivant cette idée, on se trouve tout près de l'ornement, comme on verra. Pour les œuvres qui naissent et meurent sans arrêt, comme la déclamation, la danse et la musique, le premier objet est le premier mouvement qui s'orne de ce qui le suit, mais qui annonce aussi ce qui suivra le mieux, en sorte que les artistes dans ces genres-là
peut-être moins libre que les autres, quoique pour la musique le contraire paraisse évident. Au reste, il y a plus d'un genre de contraintes ici, et l'instrument y fait beaucoup, comme le violon au musicien, le ciseau au sculpteur, le crayon au dessinateur, la toile au peintre. Il n'est point d'apprenti qui n'ait observé que toute œuvre dépend beaucoup de ses humbles conditions, mais en quel sens elle en dépend? C'est ce que n'aperçoit pas là aisément. C'est ce qu'on n'aperçoit pas aisément. Car la facilité favorise l'artisan et nuit à l'artiste. Et le métier, l'inspiration allant toujours ensemble, il n'est pas facile de les distinguer. Toutefois, il est connu dans le monde des artistes qu'une certaine facilité est sans remède. Il reste à dire maintenant en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est l'industrie. Et encore est-il vrai que l'œuvre, souvent, même dans l'industrie, redresse l'idée en ce sens que l'artisan trouve mieux qu'il n'avait pensé dès qu'il essaye. En cela, il est artiste, mais pas éclair. Mais par éclair. Toujours est-il que la représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie, comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécaniquement seulement, en ce sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à 1000 exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait. Il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence. L'idée lui vient à mesure qu'il fait. Il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite comme spectateur et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. Il faut que le génie ait la grâce de nature et s'étonne lui-même. Un beau vers n'est pas d'abord un projet et ensuite fait, mais il se montre beau au poète et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu'il a fait. Et le portrait naît sous le pinceau. La musique est ici le meilleur témoin parce qu'il n'y a pas alors de différence entre imaginer et faire. Si je pense, il faut que je chante, ce qui n'exclut pas assurément qu'on forme l'idée de chanter pour la mémoire d'un héros, ou pour l'hyménée, pour célébrer les bois, les moissons ou la mer. Mais cette idée est commune aux médiocres musiciens et aux vrais musiciens, comme la fable de Don Juan est commune à Molière et à d'autres, comme Ésope est le modèle de tant de fabulistes, comme un modèle à peindre, modèle. Le génie ne se connaît que dans l'œuvre peinte, écrite ou chantée. Ainsi, la règle du beau n'apparaît que dans l'œuvre, et y reste prise, en sorte qu'elle ne peut servir jamais, d'aucune manière, à faire une autre œuvre. Il fallait proposer ici d'abord cette idée, par elle-même assez cachée. Le lecteur décidera dans la suite si elle est vérifiée en chacun des arts. Toutefois, une remarque s'offre d'elle-même à l'esprit, et qui peut nous aider à assurer nos premiers pas. Là où la résistance de la chose se fait le plus fortement sentir, c'est l'architecture. Or, ce n'est point le dernier venu, ni l'élève, c'est le maître de presque tous et leur père. Au contraire, l'art le plus libre, qui est la prose, est aussi le plus jeune, le plus tâtonnant, le plus trompeur de tous, surtout quand il exprime des sentiments, matière trop flexible. Il ne manque pourtant pas d'artistes qui maudiraient bien le marbre et d'autres qui maudiraient le dictionnaire et la grammaire, comme s'ils étaient de pauvres moyens pour les grandes choses qu'ils veulent représenter. C'est là l'erreur propre de l'imagination. Et c'est ainsi que le romancier imagine l'artiste. Mais le vrai artiste ne se meut pas longtemps dans ce genre de déclamation. Il aime plutôt le métier et lui dit « Merci, heureux qui orne une pierre dure ». Du cérémonial. L'inflexible ordre extérieur est toujours assez connu par l'expérience des moindres métiers pour que l'esprit observateur s'y puisse reposer des rêveries informes et se reprendre et composer en percevant. Toutefois, cet ordre n'est jamais le premier connu. L'ordre humain est nécessairement le premier univers dont l'enfant attend tout et sur quoi il se règle. Et l'on sait que, principalement dans les climats où la vie est aisément assurée et où l'industrie se trouve réduite à quelques faciles travaux, l'ordre humain domine toujours comme objet. De toute façon, puisque l'ordre humain est le premier connu, toutes nos idées se forment de là comme ambiguïté, comme l'ambiguïté des mots, loi et ordre, pour ne citer que cela, le mot tracé. Aussi, toute pensée conçoit d'abord l'ordre extérieur d'après l'ordre humain, ordre bien plus flexible que l'autre et où le désir et la prière peuvent beaucoup. Mais il suffit de dire, en bref, que l'ordre humain est naturellement sujet au désordre d'imagination, encore grossi par la contagion des affections, en sorte que l'emportement, l'irritation, la convulsion s'y développent aisément, comme l'expérience le fait voir en tout temps par les paniques, fureurs et délires des foules. On sait que même les peuples les plus ignorants, et on pourrait dire surtout ceux-là, ont toujours ordonné la foule humaine selon de strictes cérémonies, en vue de discipliner les passions. Peut-être faut-il dire que dans les pays froids, l'industrie solitaire a réglé et formé l'esprit autrement. Ici les arts, qui changent la chose,
qui se seraient développés les premiers. Mais le souvenir des anciennes cérémonies aurait toujours dirigé ce travail des artisans, s'il est vrai que l'homme est remonté de l'équateur vers le pôle en emportant le feu. Toujours est-il que le cérémonial, qui a pour fin principale de disposer le corps humain selon une règle et par lui-même esthétique, et domine presque par tous les arts solitaires. La danse, le chant, la parure, le culte ont dessiné l'édifice dont la sculpture, la peinture, le dessin se sont ensuite séparés. Toutefois, dans cette histoire imaginaire des beaux-arts, il ne faut point chercher au-delà du vraisemblable, car toutes les choses humaines ont plus d'une origine. Un signe comme de se mettre à genoux ou de faire oui de la tête s'établit par des causes concordantes, et l'on peut dire que pour ce qui est institution, ce n'est pas assez d'une cause. Toute histoire se fait par retour, concordance et entrecroisement. Le dessin fut certainement une écriture, mais vraisemblablement aussi une abstraction de la sculpture. Car le dessin est le geste fixé, mais le geste signifie deux choses au moins, l'objet et l'homme. Ainsi, le dessin a pu signifier aussi bien une affection qu'un objet. Le signe magique est donc naturellement aussi ancien que le signe descriptif. Pareillement, l'architecture a certainement été souvent comme un tracé pour la danse et une cérémonie fixée, mais l'art du constructeur a pu s'exercer d'abord selon les cas, dans les huttes ou cavernes, l'utile l'emportant alors sur le signe. C'est pourquoi il suffit d'ordonner les beaux-arts et de les définir d'après la nature humaine telle que nous la connaissons. C'est le meilleur moyen de rassembler en chaque sujet toutes les causes et chacune selon son importance propre. Il faut seulement noter ici que le cérémonial a pour fin de remédier aux improvisations déréglées qui caractérisent les passions et même les émotions, et par là de fournir un objet en même temps qu'une règle aux jeux d'imagination solitaires qui vont à l'égarement, même chez les hommes les plus cultivés. Et selon la nature, cette règle des passions par l'expression composée est bien la première, puisque c'est ainsi que tout homme apprend la pensée en même temps que la parole. Et c'est par la pensée commune que chacun arrive à la pensée propre. Hors de l'imitation réglée et de la sympathie composée qui est politesse, il n'y a point d'humanité à proprement parler, mais bien l'animalité. Seul, et même sans conscience suivie. Prenons donc la cérémonie primitivement et toujours comme élaboration du souvenir, du sentiment et de la pensée, en sorte qu'il n'y a point de distinction à faire entre l'expression ou échange des sentiments et la puissance de les éprouver. Ces idées reviendront, mais il fallait les marquer ici afin d'orienter les réflexions du lecteur, communément trop peu préparé par la société des livres, à considérer ce qui doit au fait public et privé et à toutes les espèces de cultes.